Le 7 janvier 1923, utilisant le propulseur à chenilles inventé par l'ingénieur Kégresse, les 5 voitures du raid Citroën, première mission Arthes au loin du Breuil, atteignaient Tombouctou, ayant traversé le Sahara en 22 jours par un itinéraire qui est demeuré la voie d'accès terrestre vers l'Afrique occidentale française. En 1924-25, c'est l'expédition Citroën Centrafrique, deuxième mission Arthes au loin du Breuil, connue sous le titre de croisière noire, qui traverse le continent africain d'Oran à Madagascar par le Tchad, la forêt équatoriale, et rapporte sur des pays alors primitifs une large documentation. Enfin, en 1929, un effort plus considérable encore est décidé. Une réunion de savants, d'ingénieurs, d'artistes ira de Beyrouth à Pékin, à travers la mystérieuse Asie centrale, et reviendra vers la France par l'Indochine, le Siam, les Indes, la Perse. Ce sera l'expédition Citroën Centre-Asie, troisième mission Arthes au loin du Breuil, la croisière jaune. L'itinéraire étudié pour la croisière jaune comporte 30 000 kilomètres. Au XIIIe siècle, l'explorateur vénitien Marco Polo mit 12 ans à faire un voyage à peu près semblable. Depuis lors, personne n'a tenté cette redoutable aventure. C'est qu'entre les pays ariens, source de notre Occident, et le céleste empire, se dresse un formidable chaos, large de 1000 kilomètres, profond de 1500, et dont plusieurs sommets ont plus de 8000 mètres d'altitude. Le massif de l'Himalaya, que les Tibétains nomment le toit du monde. Georges-Marie Arthes pensait contourner cet obstacle gigantesque par le nord en traversant le Turkestan russe. Après 2 ans de voyages préliminaires, de préparatifs, de négociations diplomatiques avec les gouvernements des pays intéressés, l'expédition se préparait à partir lorsque, brusquement, en janvier 1931, le gouvernement des Soviets, pour des raisons politiques, annula ses passeports. Dès lors, un seul parti restait à prendre: escalader l'Himalaya par son versant hindou et franchir les cols du Pamir. Mais les voitures pourraient-elles passer? M. André Citroën fit alors établir en quelques semaines un matériel léger de montagne spécialement étudié par l'ingénieur Charles Brul, directeur technique de l'expédition, et décida de faire transporter les 7 voitures lourdes précédemment construites jusqu'à Pékin, d'où, à travers la Mongolie, le désert de Gobi, le Xinjiang, elle serait conduite à Kashgar en position d'attente pour servir à Georges-Marie Arthes de matériel de rechange s'il en était besoin. Le commandement de ce nouveau groupe, appelé le groupe Chine, fut confié au lieutenant de vaisseau Victor Point. Chacun des 2 groupes fut doté d'une puissante voiture TSF qui assurerait entre eux une constante liaison. Et en mars 1931, tandis que le groupe Chine se forme à Pékin, Georges-Marie Arthes et ses compagnons débarquent
enfin à Beyrouth. « 4 avril 1931. Montés sur les tours du château des Craques, construit au temps des croisades par Godefroy de Bouillon, les Syriens s'émerveillaient de voir partir vers l'inconnu de modernes pionniers encore venus de France. Dernier salut de la patrie. À la tombée du jour, la rencontre de plusieurs caravanes indique un point d'eau. La mission établit son campement auprès de ruines à peine visibles dans la nuit. L'antenne de TSF est aussitôt tendue. Ainsi, à 12 000 km de distance, les deux groupes pouvaient avancer l'un vers l'autre avec certitude, malgré les obstacles qui les séparaient. À l'aube, les ruines près desquelles campaient Hart et ses compagnons s'éclairaient, c'était Palmy. Il y a plus de 15 siècles, s'élevait ici la fastueuse résidence de la reine Zénobie, qui régna sur toute cette région jadis riche et peuplée. Les villes y ont disparu, mais les hommes sont restés immuables, regardant peut-être avec inquiétude les autochenilles, avant-garde des temps nouveaux, arrivés sur les bords du Tigre, où sommeille Bagdad, la ville des califes.
dans les mosquées. Paix dans les cimetières. Ruelles sombres. Souk misérable. Où gens et bêtes même semblent dédaigneux des jours et des voitures sparses. Pourtant, la silhouette de l'émir Faisal, roi de l'Irak et maître de Bagdad, était celle d'un parfait gentleman. C'est qu'en réalité, rien ne résiste à l'œuvre du progrès et du temps. Les montagnes elles-mêmes se transforment. Ainsi, dans les régions désolées qui, après Bagdad, forment le seuil de la Perse, la pluie et le vent ont rongé la terre morte, ne laissant debout que des colonnes rocheuses que les géologues nomment des témoins. Témoins des temps antiques, où les peuples ariens, allant chercher la vie plus facile vers les bords de la Méditerranée, descendaient il y a 3000 ans ces vallées que la mission remonte aujourd'hui. Voici la route de Darius, la plus ancienne du monde. Le premier village persan. Ici, malgré les siècles, les Ariens que nous sommes retrouvent des ressemblances et des affinités de race. Le son de la cithare persane n'est pas désagréable à nos oreilles. On retrouve même deux choses qui en France ont tendance à disparaître, le képi et le sourire. Peuple de pasteurs. Paysans cultivant leurs rizières comme les nôtres cultivent leurs champs, et se rendant les jours de fête à Téhéran, la grande ville prochaine. Déjà, les femmes s'enveloppent dans le tchador noir des citadines. Le 28 avril, jour de l'arrivée à Téhéran, avait précisément lieu la fête des fêtes, au cours de laquelle un chameau est sacrifié devant la foule.
Autre tradition persane, les jeux athlétiques restaient les mêmes depuis Xerxès. L'architecture persane reste elle aussi évocatrice du passé, de même que la musique. Mais les musiciens ont changé de costume et le jeune héritier du trône de Perse semble donner ses préférences aux inventions de son siècle. De la visite de Son Altesse, aujourd'hui dans notre camp. C'est un très grand honneur pour nous. À perte de vue des champs de pavots blancs d'où on extrait l'opium, et ce sera bientôt le dernier poste persan avant la frontière afghane. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon voyage et une grande réussite. Si pour les Européens la Perse est une aïeule souriante, l'Afghanistan se présente dès l'abord comme un ancêtre plus farouche. Ce sont les mercenaires turcomans d'Abdul Rachid Khan qui, avec 27 de ses cavaliers, s'imposa gouverneur de la ville d'Hérat dont la mission va franchir les antiques murailles. Musique obsédante. C'est Daoud le Borgne qui rythme la vie de la vieille cité. Bruyante et peu salubre, le docteur Jourdan, médecin de la mission, exerça immédiatement le prestige des guérisseurs. Voulez-vous lui demander de respirer fort?
Demandez-lui de tousser une fois. Jak dafas alpako. Il respire maintenant. Basta nafasko. Qu'il tousse encore une fois. Basta jak dafas alpako. Il respire. Basta nafasko. دیگر مادر تاو شدیم تاو داریم بگه شو میکنم مطلب از چه وقت تاو داری؟ یک سال میشه تاو داریم 3 روز خوب 3 روز نگیر Depuis un an, il y en a la fièvre. Bon, alors je désirerais savoir si cette fièvre peut être interprétée comme une malaria. Vous savez ce que c'est que la malaria? Moi je sais, mais lui, Oui, il ne mais comprend pas. elle est connue dans le pays, certainement. Il est connu, mais lui, il ne sait pas. Bon, nous allons tâcher de lui faire décrire. Demandez-lui s'il a la fièvre d'une façon régulière à des dates déterminées. مگه آیا تب همطور منظما تب داری و به وقت معین تب میکنی؟ Hein? Oui. Est-ce qu'elle survient tous les 2 jours, tous les 3 jours? مگه تبه دو روز بعد نه 3 روز بعد 3 روز tous les 3 jours en 3 jours. De 3 jours en 3 3 jours? jours en 3 jours. Depuis combien de temps? از چه وقت؟ Alexandre le Grand fut longtemps arrêté devant les remparts d'Hérat dans sa marche vers l'Inde, dont la route est encore jalonnée de minarets, de coupoles d'émail, de mosquées fortifiées. Et de curieux moulins à vent. Il fallut traverser 7 fleuves avant d'atteindre les vallées conduisant au pays de Cachemire. Ici, on passait sur les barques de Baba Daria, le père de la rivière, grand ami du mécanicien Ferrassi qu'il appelait Baba Motor, le père du moteur. Un peu plus loin, les voitures devenaient amphibies. Enfin, un câble d'acier, tendu d'une rive à l'autre, servait au halage en cas de gué peu sûr. Bientôt, ce furent les villes ruinées de la vallée de Bamiyan, couloir des migrations antiques entre l'Afghanistan et l'Inde, où, actuellement encore, passent des caravanes apportant aux Afghans le blé hindou et revenant 6 mois plus tard chargés de hashish. Les sédentaires en tout pays redoutent les nomades. Aussi les habitants de la vallée de Bamiyan font-ils le guet sur le toit crénelé de leur maison. Campement dans la vallée de Bamiyan.
on découvre un passager supplémentaire. L'heure de la TSF. « 3000 kilomètres séparaient encore du groupe Chine, Hart et ses compagnons. Et pourtant, dans les ruines de la ville de Bamiyan, ils découvraient déjà les traces de l'influence bouddhique. Un Bouddha de 53 mètres de haut. Ces trous dans la falaise servaient de demeure aux moines bouddhiques. Tandis que l'archéologue Aquin faisait d'intéressantes observations, le peintre Yakovlev exécutait des reproductions uniques de fresques gréco-bouddhiques. Ce furent des princes hindous qui se partagèrent cette partie de l'empire gréco-persique d'Alexandre le Grand. Et c'est pour cette raison, explique Aquin, que nous trouvons ici, dans ce lieu mémorable, cette rencontre tout à fait émouvante entre l'art de notre Occident et l'art de la Perse sassanide. Le 28 juin, la mission reprenait sa route vers l'Inde. Fête d'adieu.
rythme forcené des danseurs afghans répondit bientôt une mélopée évocatrice d'autres climats. L'Inde anglaise. Colonel Vivian Gabriel, attaché à la mission par le gouvernement anglais, souhaite la bienvenue à George Marie Hart, dont il restera l'auxiliaire précieux jusqu'à la frontière de Chine. La vie de l'Occident et celle de l'Orient s'opposent en de saisissants contrastes. Jardin de Maharaja. Peuple misérable. Disciple de Gandhi. Après avoir parcouru 6000 kilomètres à travers la Syrie, l'Irak, la Perse, l'Afghanistan, le pays de Cachemire, l'expédition Citroën Centre-Asie atteignait à Srinagar le pied de l'obstacle que pour la première fois les hommes allaient tenter de franchir au moyen de l'automobile. Kashgar, où le groupe Hart devait rejoindre le groupe Chine, n'était plus qu'à 1000 kilomètres à vol d'oiseau. Mais les oiseaux ne franchissent pas l'Himalaya et le toit du monde n'a pas encore livré le secret de ces neiges éternelles. Déjà, les éléments semblaient se coaliser pour en défendre l'approche. Des pluies diluviennes, ayant fait déborder le Djelam au bord duquel est bâti Srinagar, des inondations couvrirent le pays. La province du Xinjiang est en pleine révolution. Vrai champ de bataille sur lequel le docteur Delattre, médecin du groupe Chine, établit une ambulance.
le maréchal King, gouverneur de la province du Xinjiang, invite le très honorable directeur Victor Point à ne pas persister à se rendre à Kashgar. Il lui envoie une bonne escorte qui le conduira à Urumqi, où le maréchal King a la plus grande hâte de le voir. Bon gré mal gré, Victor Point dut se rendre à la menaçante invitation du maréchal King. Que se passait-il? Or, le 28 juin, à Srinagar, toujours inondé, tandis que Hart était parti en reconnaissance, le secrétaire général de l'expédition, André Gurgey, réfugié dans un houseboat, une péniche, recevait une communication surprenante. We've just heard from Simla that Victor Point and all the members of the expedition are detained at Urumqi. Le vice-roi vient d'envoyer un télégramme disant que Victor Point et les membres du groupe Chine sont retenus prisonniers à Urumqi. And besides, with the floods that we've got here on the Jhelum, these are accompanied by very, very heavy falls of snow at Boazil. L'inondation que nous avons en ce moment-ci correspond à des chutes de neige très importantes sur le col du Bourzil. Yes, and it's practically impossible to go on foot, and therefore it would be quite impossible in cars. Il dit qu'il est impossible d'y passer à pied et à plus forte raison avec des voitures. Hart revient la semaine prochaine, il décidera. Et la décision de Hart fut celle-ci. Auparavant, nous devions essayer de passer. Maintenant, il faut que nous passions. L'itinéraire choisi par Georges Marriott pour accomplir la première traversée de l'Himalaya en automobile était celui-ci. Un chemin muletier escaladait les premières pentes. Passage à la dynamite. De 2500 mètres, les difficultés augmentaient.
des voitures n'a pas les inconvénients du pas des mulets. Bientôt, il n'y eut plus de pont, mais il y eut toujours des torrents. Cette fois, l'eau profonde coule dans de véritables crevasses, impossibles à franchir avec les voitures. Aucun passage sur les crêtes. Il faut démonter les voitures et les transporter en pièces détachées sur l'autre rive. Le chef des coulis, en bon hindou, souriait sans s'étonner. Ayant mis 5 jours à parcourir 100 km, la mission atteignit enfin un village, sans doute le plus haut du monde, puisqu'il se trouve à 3250 mètres d'altitude. Dans ces tanières vit une humanité lamentable et si farouche qu'il fallut la filmer au téléobjectif comme un troupeau de bêtes sauvages. On ne peut se défendre d'être ému jusqu'aux profondeurs ancestrales de l'être lorsqu'on songe que ce sont là des Aryens, nos frères d'origine. Au moins aujourd'hui auront-ils leur part du repas des coulis de la mission et mangeront-ils à leur faim tandis que la lecture du Coran bercera leur détresse.
La mission campa ici 2 jours. Chaque soir, le radiotélégraphiste de la planche se mit à l'écoute pour tâcher de capter un message de Victor Point. Il en attendait fort avant dans la nuit, mais en vain, le groupe Chine ne parlait plus. Chacun fit taire son inquiétude, car demain, on allait tenter de franchir le col du Boursil. Pour la première fois, une machine inventée par l'homme allait marquer de son sillon la neige des plus hautes régions du monde. Entaillés dans les pentes de neige facilitèrent la première avance. Mais, sur le versant exposé au midi, la neige devint molle. Les mulets du ravitaillement progressaient avec peine. Des torrents se formaient, dont les eaux peu profondes pouvaient être franchies, mais creusaient d'inquiétante façon la croûte glacée. Après 6 heures de marche, les voitures atteignaient à 4200 mètres le col du Boursil, alors que les caravanes avaient toujours mis 2 jours pour accomplir cette ascension. Ce fut alors la descente dans la haute vallée de Gilgit. On comprendra l'enthousiasme des habitants de Gilgit
si l'on songe qu'ici tous les transports se font à dos de mulets ou d'hommes et que personne ne s'est jamais servi même d'une brouette. Sous la garde des géants du monde. Le Rakaposhi, 7800 mètres. Le Nanga Parbat, 8860 mètres. La planche, à l'écoute, attendait toujours sans grand espoir des nouvelles du groupe Chine. Il me manque des mots, j'entendais très mal. Légat France, Pékin. Il appelait la légation de France? Prière à intervenir. A été personnellement retenu prisonnier. Jour, gouverneur réquisitionne voiture. Sommes immobilisés au Urumqi, Victor Point. Donc, ce n'était plus Kashgar qu'il fallait atteindre, mais à 800 km plus loin, Urumqi. En outre, il était à craindre que les voitures soient réquisitionnées à la frontière chinoise, comme l'avait été celle du groupe Chine. Trouverait-on alors, en pays révolté, les chevaux et les porteurs nécessaires pour rejoindre coûte que coûte Victor Point et ses compagnons, dont le SOS confirmait la situation critique? C'était douteux. Pour être sûr d'atteindre Urumqi, il fallait se résigner à continuer dès maintenant la route en caravane. A se rendit à Baltik, capitale du petit royaume du Hunza, pour réunir les chevaux nécessaires et demander assistance au souverain, au Mir. Le Mir fit danser ses jeunes éphèbes, qui pour compléter l'illusion, se parent de longues perruques en cheveux de femme. Les honnêtes gens de Baltique ne semblent pas s'étonner de ces mœurs curieuses. Puis ce fut le sport national du Hunza, dont le moderne polo semble bien s'être inspiré. Le 15 août, la mission put quitter Baltique pour parcourir dans de nouvelles conditions sportives les 1500 km qui la séparaient du groupe Chine.
Karakoram est franchie. Et voici les hautes vallées du Pamir, où l'on retrouve avec joie un peu de vie humaine. Un homme étranger au pays se présente au campement. Il se nomme Moulabar. Il arrive du Xinjiang et a fait 1000 kilomètres pour venir au-devant de la mission. Il apporte une longue lettre de Victor Point. Et la marche vers l'est reprend, animée maintenant par l'espoir. Une tombe. C'est le 1er septembre 1931. L'expédition Citroën Centrasie vient d'atteindre au col de Kilik le point culminant de son itinéraire. Owen Maynard Williams, représentant dans la mission la Société de géographie de Washington, enregistra un mémorable document photographique et l'on fêta sur place le premier passage de la France. L'abandonné. Des yaks. Prairie. Des hommes. Ce sont des Kirghizes. Ce village se nomme Bégi. La mission a atteint le versant asiatique de l'Himalaya. Race nouvelle, mœurs nouvelles. Les habitations sont des yurts, sorte de tente en feutre que les Kirghizes fabriquent avec les longs poils des yaks. Ne connaît ni race ni frontière.
l'identité du Turkestan russe, mais les hommes kirghizes ont les fastes moujiks. Russe montagnard, dont les plaisirs sont plus virils que ceux du Mir de Hunza. Ce tournoi primitif, inspiré sans doute par les exploits de pillards de troupeaux, consiste à s'arracher à qui mieux mieux un mouton, auquel charitablement on a au préalable coupé la tête. À Beyik, la mission retrouva les 60 chameaux que Moulabaï y avait laissés. Grâce à cette caravane, elle put allonger les étapes pour franchir à une altitude moyenne de 4000 mètres les hauts plateaux du toit du monde. La réverbération est telle que les Kirghizes eux-mêmes doivent abriter leurs yeux. Après 65 jours de lutte dans les neiges du Gourzil, les défilés du Karakoram et les hautes vallées du Pamir, Art et ses compagnons descendaient enfin dans les plaines de la Kashgari. L'obstacle de l'Himalaya était vaincu. Le groupe Chine n'était plus qu'à 700 km. Or, au camp de la Résistance, il se passait un fait nouveau. Voitures pourront quitter Urumqi et aller sous escorte au devant du chef A, à condition que le directeur Point et le télégraphiste Kervizik se rendent avec la TSF dans la zone rebelle pour assurer la liaison avec le gouverneur. Les 4 voitures envoyées par Victor Point rejoignirent à Aksu Art et ses compagnons. Quelques jours après, à Urumqi, l'expédition Citroën Centrasie était enfin au complet.
et point. Au loin Dubreuil et Pétro, Aquin et Georges Lefebvre, le docteur Delattre, Williams, Yakovlev, le père Teilhard de Chardin, géologue de la mission, et Maurice Penaud, le chef mécanicien du groupe Chine. Maintenant qu'on s'est retrouvés, on se quitte plus. Tous présents, sauf celui dont le nom était dans toutes les pensées, et à qui Hart eut l'idée d'envoyer un message vivant. Mon cher Citroën, vous êtes devant nous. Tout va bien chez vous? Chez nous aussi. Vous me regardez? Je suis en costume Gobi, car nous allons traverser un désert où l'hiver est le plus rigoureux du monde. Je sors de ma tente. C'est une espèce de yourte mongole, une espèce de case volant que le vent emporte quelquefois, où nous nous racontons nos histoires, nos espoirs, où nous nous sommes retrempés, chauffés, où chacun peut dire ce qu'il a fait avec orgueil pour notre expédition et ce qu'il fera demain. Tientsin, Kalgan, la Mongolie, le désert de Gobi, le Xinjiang. Et nous continuons sous votre signe, mon cher Citroën. Mais vous êtes si loin de nous, et ces images iront si lentement pour faire le tour de la Terre, que le moment est venu pour nous de vous adresser nos vœux pour 1932, et parmi ceux-ci, celui de nous retrouver ensemble avec vous, au bout de ce prodigieux voyage que vous animez. À bientôt, mon cher Citroën. Accueilli à Urumqi avec les honneurs de l'escorte, Hart ne tarda pas à s'apercevoir que si les éléments avaient failli l'empêcher d'entrer au Xinjiang, les hommes pourraient bien l'empêcher d'en sortir. Que de salut, de politesse raffinée, de chin-chin, que de sourire pour retarder le moment où, contraint et forcé, il faudrait délivrer à la mission cet étrange sauf-conduit. En vue de permettre aux autorités militaires et à la police de leur faciliter le passage, ces messieurs sont priés de ne pas créer d'incidents et de ne pas transporter d'objets prohibés, ce qui leur évitera d'être punis. 20e année de la République chinoise, 11e lune, 28e jour, le commissaire aux affaires étrangères, signé Chen. Et bien entendu, interdiction de faire du cinéma. Mais le gouverneur du Xinjiang avait tout de même atteint son but. Retarder les étrangers trop curieux jusqu'à ce que le froid se charge de calmer en eux le goût de l'indiscrétion. Déjà, au départ d'Urumqi, quelques chutes de neige se produisirent. Il fallait se hâter et traverser au plus vite ce Xinjiang fatal qui, à 5000 km de Pékin, est un îlot colonial du céleste empire où l'ancienne Chine, la Chine des femmes aux petits pieds, achève de mourir. Misère
des villages. Brouillement des cités, c'est partout le même régime. Alors paraît le dictateur, maréchal ou général, parfois ancien chef de bandits. Pour lever des impôts, puis rétablir l'ordre, si possible, il habille ses hommes en soldats et la nouvelle Chine s'éveille dans le cliquetis des armes. Tandis que les soldats chantent, les contribuables récalcitrants, ficelés en paquets, songent au sort qui les attend. Fuyant le Xinjiang, ses gouverneurs et ses révoltes, la mission dut s'enfoncer dans les steppes du désert de Gobi en plein mois de décembre par une moyenne de 33 degrés au-dessous de zéro, avançant nuit et jour car une voiture arrêtée ne serait jamais repartie. Le 11 janvier, les voitures arrivaient sur les rives du Hoango, le fleuve jaune, dont le cours se dirigeait enfin vers cet océan Pacifique qui finissait par sembler inaccessible. Un sondage servit aussitôt d'abreuvoir aux riverains. Hélas, au milieu du fleuve, le courant plus fort que le froid charriait des glaçons boueux. Seule la glace des bords put servir d'embarcadère. À la fin du jour, la dernière voiture s'engagea sur le fleuve. C'était celle d'Audouin du Breuil.
14 heures de travail sous la lumière des phares, la voiture, au jour, sortait de son tombeau de glace. Après la traversée du Gobi, le froid devint moins vif et les pillards chinois reparurent. Les missions chrétiennes elles-mêmes doivent s'entourer de murailles fortifiées, derrière lesquelles plusieurs fois l'expédition trouva refuge et réconfort. Ainsi, au milieu d'un perpétuel danger, les missionnaires peuvent accomplir leur œuvre de civilisation, de bienfaisance et de paix. Mais il faut défendre les remparts, et les catéchumènes sont formés en milices. Enfin, voici le pays des herbes, la Mongolie, où la survivance des anciennes coutumes se retrouve encore sous la garde des monastères lamaïques, comme celui de Pei-Ming Liao. Les moulins à prière invoquent à toute vitesse la protection du Bouddha pour les généreux étrangers. Les lamas sont hospitaliers, pacifiques et gourmands. Chacun écoute avec respect, c'est la princesse Nirjidma de Torhout qui chante. Ene dolun hundungin halhamembi. Ene dolun hundungin halhamembi. Mais asseyez-vous un instant, monsieur. Je vois que vous êtes français. Vous savez, j'ai habité Paris 3 ans. Mais qu'est-ce que c'est que cette bande que vous avez avec vous? Mais des explorateurs. Mon domestique vous mettra sur la route. Combo. Et le caméga xaalot ñorul. 저기요. « 11 février 1932. La Mongolie est déjà lointaine. 50 km seulement séparent de Pékin l'expédition Citroën Centrasie. Mais où est la Chine? Où sont les 400 millions de Chinois dans ces déserts glacés parsemés de quelques villes anarchiques? Le céleste empire n'est-il qu'un rêve, un cauchemar plutôt, où se prolonge le souvenir irréel de splendeurs passées? Des fantômes se dressent. Est-ce encore pour barrer la route aux barbares venus d'Occident?
Peut-être, car ces êtres de pierre sont les gardiens des tombeaux des Ming, dont la dynastie pendant 3 siècles a fait la grandeur de la Chine ancienne, dont les vestiges ne subsistent plus que dans la vie populaire. Commerçants, le caissier prudent met ses billets en cage. Artisan. Amuseur. Et enfin, théâtre chinois. Les artistes se préparent. Voici le titre de la pièce. Idylle. Jalousie. Ballet. « 12 février 1932, Pékin. Palais silencieux des anciens empereurs. Kilomètre 12 115. La légation, où la mission retrouve enfin la France.
Pékin, l'expédition Citroën Centre-Asie se divisa en deux groupes. Georges Mariart, Victor Point, le lieutenant Pecker, Yakovlev, Lefebvre et Morizet s'embarquèrent pour Shanghai où le conflit sino-japonais venait de s'aggraver. Ils rejoindraient un mois plus tard à Hanoï le second groupe qui, sous la direction d'Aulnois-Dubreuil, gagna l'Indochine, retrouvant la paix française au long de la route mandarine. Ici, le soleil semble rendre les hommes sinon meilleurs, du moins plus pacifiques. Les Moyes vivent heureux sous un ciel clément. L'arbre à pain donne ses fruits et la lagune ses poissons. Or, dans le même moment, lorsque Hart arrivait à Shanghai, par un saisissant contraste, c'était la guerre. L'exode. La mort rôdait autour de ce charnier pestilentiel. Et sur le bateau qui le ramenait à Hanoï, Hart se sentit pénétré d'une faiblesse étrange. Pour la première fois, il désira le repos. Il fit escale à Hong Kong, câblant à Aulnois-Dubreuil de gagner sans lui Hanoï, où le chaleureux accueil du gouverneur général Pasquier l'attendait. De Saigon, nous repartirons directement par le Siam, la Birmanie et les Indes. Mais nous ne quitterons pas Hanoï avant l'arrivée de Hart.
1962, et parmi ceux-ci, celui de nous retrouver ensemble avec vous au bout de ce prodigieux voyage que vous animez? Alors, pour la dernière fois, la TSF se fit entendre.